Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. La situation politique au Bénin a été évoquée au dernier sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, même s'il est vrai, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenouchi, qu'il n'y a pas eu de rapport spécial sur le Bénin. Il est tout aussi vrai que les événements post-électoraux n'ont pas laissé indifférents les chefs d'État de la sous-région. Et sur le cas Bénin, voici ce qui a été déjà dit dans le rapport du Conseil des ministres soumis à l'appréciation des chefs d'État concernant le Bénin. Je vous donne rapidement une lecture de ce qui a été dit concernant le Bénin. La Commission a informé le Conseil des réformes nationales entreprises dans le pays, notamment la réforme politique qui aboutit à la réorganisation du processus électoral avec pour principal résultat la fusion de 240 micro-partis pour aboutir à la constitution de 5 grandes entités politiques. Il a noté par ailleurs que le projet de loi sur la charte des partis politiques avait été adopté par l'Assemblée nationale avec 81 voix pour 0 voix contre et une abstention. De même, le projet de loi électorale a été adopté par 114 voix pour 7 voix contre 0 abstention. Ces résultats montrent que l'opposition et le parti au pouvoir ont adopté les deux projets de loi de façon massive et consensuelle. Le Conseil a également noté que la situation politique dans le pays a été tendue au cours des mois de mars et d'avril 2019, suite au boycott électoral par certains candidats des partis d'opposition lors des élections législatives du 28 avril 2019. L'Assemblée nationale n'ayant pas pu parvenir à un consensus sur la mise en œuvre des réformes électorales, le Conseil a pris note des préoccupation croissante exprimée face à l'évolution de la crise post-électorale qui a conduit à des actes de violence dans le pays. Il a par ailleurs noté que le 2 mai 2019, la commission de la CEDEAO et le BNUAOS ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils se sont dit vivement préoccupés par l'évolution de la crise post-électorale et ont appelé tous les acteurs politiques béninois à faire en sorte que tout contentieux lié aux élections soient traitées de manière collective, inclusive, légale et pacifique afin de promouvoir leur réconciliation et de maintenir la stabilité nationale et régionale. Le Conseil a également noté que le 2 mai 2019, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats officiels des élections conduisant à l'installation le 16 mai 2019 de la 8e législature pour un mandat de 4 ans. Suite aux discussions sur la question, le Conseil a formulé les recommandations suivantes à l'endroit des autorités et des acteurs politiques béninois. Veiller à ce que tous les griefs liés aux élections soient traités de manière inclusive, légale et pacifique, promouvoir la réconciliation entre tous les acteurs politiques et veiller au maintien de la stabilité nationale et régionale. Pérenniser la culture démocratique enviable qui fait la réputation du pays en relevant les défis politiques actuels. Voilà entre autres recommandations à l'égard donc des autorités et de toute la classe politique béninoise. Alors, je vous retrouve Saturnin Diossou. Je vous ai donné une lecture donc de ce qui a été dit avant ce sommet-là, ce qui a été soumis à l'appréciation des chefs d'État. Nous allons tout à l'heure vous donner une idée ou vous faire écouter la réaction du ministre des Affaires étrangères, mais déjà, que retenir de l'appréciation de la CEDEAO sur le cas Bénin, à écouter, à lire ce rapport, quelle impression vous avez, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous vous dites par rapport donc à l'appréciation de cela? Que nous sommes dans le diplomatiquement correct. Nous sommes dans le diplomatiquement correct parce que ce que dit ce rapport n'est pas différent de ce qu'on avait déjà entendu avant qu'on aille aux élections du 28 avril dernier. La délégation de la CEDEAO a pris par le Bénin, a rencontré toutes les parties prenantes à ces élections, a écouté leurs griefs, qu'on soit de l'opposition, et la réponse que ceux qui sont du pouvoir ont apporté aux préoccupations de cette délégation de la CEDEAO. Et quand on sait que le sommet du week-end dernier a réuni les chefs d'État de cet espace-là, et qu'avant ce sommet, c'est la précision qu'il faut déjà apporter, que le rapport dont on parle était déjà pondu depuis le 24 juin, alors que les chefs d'État se sont retrouvés le 29 juin. Tout à fait. Donc, ceci, c'était déjà en préparation, c'était un rapport final, une proposition que les chefs d'État ont eu à étudier.
Et moi, je ne m'attendais pas particulièrement qu'à ce sommet, et comme certains s'y attendaient, que le Bénin soit le cas qui retienne le plus l'attention de cette réunion. Nous savons ce que la plupart des présidents qui sont de cet espace sont dans leur pays, comment ils gèrent leur pays. Et je ne vois pas parmi eux beaucoup qui voudront donner une leçon au Bénin en amenant Patrice Talon sur le banc, en le mettant sur le banc des accusés, en lui infligeant une punition particulière ou en lui intimant un ordre particulier qu'il devra suivre dans son pays, coûte que coûte. Nous sommes dans le diplomatiquement correct. On ne peut qu'avoir droit à la rigueur à ce que nous avons entendu là. Alors, Joël Tchobwe, est-ce qu'on pouvait attendre mieux donc, de ce sommet-là? Je ne suis pas du tout surpris. Puis, la semaine dernière, ma foi, le sujet avait été évoqué dans ce même studio. Et nous étions donc en train de scruter un peu les pistes sur lesquelles les chefs d'État de la CEDEAO pourraient donc amener le Bénin en termes donc d'évaluation de la situation socio-politique tendue dans le pays depuis maintenant 3 mois. Et je le disais que je ne suis pas surpris parce que si vous avez pris le temps d'observation et que vous avez pris le temps d'appréhender, de cerner le fonctionnement de ces regroupements régionaux ou les associations, les organisations sur le continent africain et même dans le monde entier, il y a des précautions que l'on prend forcément avant de pouvoir soit s'immiscer dans une crise, soit intimer donc des ordres ou prendre des résolutions radicales. Vous voulez dire que les loups ne se mangent pas entre eux? Et je disais que dans la sous-région, nous sommes donc dans la CEDEAO aujourd'hui, 15 pays. Quand vous faites donc le tour de ces 15 pays, jusqu'à présent, encore une fois, malgré donc l'écueil que constitue l'élection législative dernière au Bénin, malgré que depuis peut-être 3 ans, il y a une certaine partie de l'opposition qui, aux abois, donc, estime qu'il y a des cas de violation massive donc, des droits de l'homme. Malgré tout ça, encore une fois, le Bénin reste encore un modèle. Quand vous faites la comparaison, parce que pour faire une comparaison, il faut avoir un élément référentiel. Et le Bénin, en tant que modèle de démocratie, malgré tout ça, continue comparativement à ces autres pays-là d'être un modèle. Dans les autres pays, il n'y a pas quand même... Il n'y a pas de compétition où on exclut carrément l'opposition. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si vous faites l'évaluation sur les 30 dernières années, sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, vous verrez que les autres pays de la CEDEAO sont toujours dans l'envie par rapport donc à la démocratie au Bénin. D'ailleurs, si vous poursuivez donc la lecture de ce rapport soumis à l'appréciation des chefs d'État, ça a été dit clairement que les acteurs sont invités à maintenir donc le dialogue pour régler donc les problèmes, pour pouvoir sauvegarder cette démocratie enviable. Cette démocratie enviable. Cela voudrait dire que quoi? Malgré tout ce qui se dit de l'intérieur, malgré donc le bouillonnement qui se fait remarquer de l'intérieur, à ce sommet de la CEDEAO, les autres 15 ou bien les autres 14 chefs d'État, pour ma part, n'ont pas eu suffisamment d'éléments pour prendre des résolutions radicales par rapport au Bénin. Parce que quand on fait la comparaison, malgré tout ce que nous disons, encore une fois, le Bénin, à l'étape actuelle, n'a rien du tout à envier à bon nombre de pays, excepté peut-être quelques pays anglophones, comme le Nigeria, le Ghana, et on peut s'arrêter là. Mais vous savez que au sein de cette organisation, il y a encore, on peut faire donc la scission en 2 volets. Il y a un volet anglophone, il y a également un volet francophone. Et le Bénin, faisant partie donc du précaré d'as francophone, l'influence au plan diplomatique, c'est déjà ça qu'il faut savoir. L'influence sur la résolution qui serait prise viendrait prioritairement de la faction francophone. Et quand vous faites l'état des lieux, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Togo, ni le Niger, ni le Sénégal qui aurait donc dans une sorte d'aura à faire valoir
pour intimer des ordres au Bénin. Donc, conséquence, comme je l'ai prédit, ça n'a pas raté. Je ne m'attendais pas à mieux que ça. Saturne l'a rappelé, nous avons assisté à un discours, à un rapport qui a fait donc dans le diplomatiquement correct. On a certainement pris donc des mesures, des garde-fous pour ne pas écorcher quand même tant soit peu je vais dire l'image quand même du chef de l'État, Patrice Talon, qui était présent à cette rencontre-là. Il reste que on va voir plus tard la réaction du Bénin pour pouvoir mieux creuser le sujet. D'accord. Vigile avancé, il y a beaucoup de bon nombre de citoyens espéraient quand même qu'à l'issue de ce sommet-là, que les chefs d'État quand même aident le Bénin à sortir de cette crise-là. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ceux-là ont mal pensé, ceux-là ont peut-être eu tort d'avoir raison trop tôt? Non, mais j'avais souvent dit ici, à ce même micro, que il ne faudrait pas attendre la résolution, n'est-ce pas, de cette crise-là de l'extérieur, étant entendu que même pour que l'extérieur se prête en médiateur à un conflit, il aurait fallu que la situation soit telle que, eh bien, le voisin se dise, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qu'il y a? Mais depuis un certain moment, vous connaissez la situation, et je l'ai à maintes fois rappelé, l'élection s'est déroulée presque normalement, hormis donc les violences de Parakou, les violences de Tcharo et autres. L'élection s'est déroulée presque normalement. Ça, c'était le 28 avril. Puis, tout était calme dans tous les cas, jusqu'au 1er mai où les policiers sont donc allés encercler le domicile de Boniaï. Les violences ont commencé donc les 1er et 2 mai. Et les choses se sont encore, disons, un peu calmées quand il a eu les violences, n'est-ce pas, de Tcharo et de Savet du 10 au 15 juin. N'eût été ces événements, peut-être pour la communauté internationale, en tout cas la communauté sous-régionale, l'institution sous-régionale, la CEDEAO, le Bénin, ce n'était pas un grand problème. Peut-être que ça n'aurait même pas mérité ces quelques lignes, n'est-ce pas, dans le rapport final du sommet. Donc, le chef de l'État, avec ce que nous avons vu, l'opposition inexistante, ou pratiquement, hormis donc les sorties tous les jeudis de candidats Zanaï, l'opposition ne fait plus rien, n'existe plus. Oui, on s'est plutôt accroché à Boniaï qui était enfermé. Donc, tout le sujet d'après élection, c'était devenu la libération de Boniaï. Donc, ça s'est arrêté là. Vous savez, de vous à moi, même à l'échelle des individus, pour que l'autre se prête, une tierce personne se prête donc à votre querelle, il aurait fallu que vous soyez vraiment en confrontation. Que vous soyez en confrontation pour qu'on puisse dire, bon voilà, venez, on va vous écouter. Il y a une situation ici. Voilà, mais la situation, dans tous les cas, vous avez entendu, ce n'est pas seulement un constat d'ici. Vous avez entendu le chef des chasseurs qui disait non, que pour lui, le vainqueur, c'était déjà le pouvoir. Quand subitement, ils sont venus chercher, nuit avant, à 3 heures du matin, leur fils. Et que c'est ça qui a amené des problèmes. Donc, pour moi, ça ne m'étonne guère. Vous savez, ça encore, c'est la psychologie des Béninois. Nous sommes des abonnés à la parole, donc on va toujours parler. Sinon, je dis humblement, nous avons déjà tout dit, nous avons déjà tout prédit. Vous voyez? Il n'a rien, il n'aura absolument rien. Les Béninois, qu'est-ce que c'est là? Comment il n'y aura rien? C'est vrai, la CEDEAO. Les Béninois, est-ce qu'ils savent ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est que la démocratie? On se prend encore pour, je ne sais pas, des sujets de ces temps-là, des rois. Même au temps des rois, tout n'est pas permis au roi non plus. Tout n'est pas permis au roi. La démocratie, oui, tout le monde ne peut pas être au palais pour tous prendre de décisions au nom de tout le monde. Donc, on délègue le pouvoir, on mandate, n'est-ce pas, ces élus-là. C'est ça la démocratie. Et le mécanisme est tel que
les élections sont là pour sanctionner positivement ou négativement ces élus-là, ceux-là qu'on a mandatés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, normalement, quand tout va bien. Et même le système démocratique a prévu que ça peut ne pas aller. Et notre constitution l'a traduit, n'est-ce pas? Où il peut y avoir des exceptions, ou voilà. Donc, on n'est plus autant des rois où c'est le roi qui l'individu décide. a gagné le pouvoir et puis il décide de tout ce qu'il veut. Ça me rappelle l'histoire d'Abomey, on dit le roi dans 12 ans, il faisait ceci, il faisait cela, il envoyait tel ou tel prince en esclavage. Et c'est pour ça que ceci, cela. Ou encore une fois, je vais plus haut, le roi Oruwari II, Sam Soma Kwande, où il dit, bon, vous là, vous prenez la bonne partie de la viande que j'aime, allez me le tuer, enlevez-moi la tête de Ulrich Châteauneuf. Mais encore que même dans ces cas-là, ces rois étaient défaits. C'est pas pour rien que le royaume d'Abomey ne retient pas, n'est-ce pas, à Dandolan parmi les rois ayant régné à Abomey, par exemple. À Kwande, je vous contais l'histoire, le roi Oruwari II a été défait. On l'a chassé du trône. Oui, mais... C'est pour vous dire quoi? Oui, C'est voilà. pour vous dire que même en ce temps-là, déjà, ce n'était pas la démocratie. Pourtant, on ne parlait pas encore de citoyens, c'était des sujets. Les sujets ne subissaient pas simplement. Les Béninois ne sont pas participatifs, ils ne participent pas à la démocratie, ils ne vivent pas les choses. Regardez, on est dans un système. D'accord. 25 ou 30% sont allés aux urnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 70% sont restés à la maison. Maintenant, les 70% qui sont restés à la maison attendent que ce soit la CEDEAO qui dise non, il n'a pas eu élection. Vous n'avez pas été aux élections, vous ne savez pas qu'il n'a pas eu élection. Et vous dites que c'est la CEDEAO qui va dire qu'il n'a pas eu élection, on va reprendre. Et maintenant, les 70% vont pouvoir sortir et aller voter. Quelle est cette conscience de la démocratie? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content de la manière dont les élections se sont déroulées, vous le faites savoir. Si vous ne le faites pas savoir, c'est le nouvel ordre et on assume jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qu'on a aujourd'hui en présence, oui. C'est ça. Saturne Diossou, il y a que dans ce rapport, c'est vrai, nous n'avons pas eu le temps de lire cette partie-là. On a parlé de l'opposition qui aurait boycotté les élections. Et quand vous entendez ou quand vous lisez des choses comme ça, est-ce que vous dites que ceux qui ont étudié le dossier ont pris la mesure de la situation dans le pays? Ça ne devrait pas surprendre. Quelle est l'instance qui préside la CEDEAO? Le Conseil des ministres de la CEDEAO. C'est le regroupement des chefs d'État, de gouvernement qui constitue cette instance-là. Je ne voudrais pas reprendre pour moi l'un de ces titres qui ont valu aux Béninois libérés à l'époque. Justement. Merci donc de nous éviter. Non, je ne vais pas. Voilà. Vous savez que de ma position, je ne peux jamais le faire. Bon. Je ne saurais m'approprier ce titre de Aboubakar Takou qui qualifiait les chefs d'État de l'époque. Vous continuez. Non, je ne voudrais pas sortir le titre quand même, qui ont fait l'escale de Cotonou à l'époque. Et vous allez entendre dans ce rapport, ce sont les arguments du pouvoir qui ont été utilisés dans ce rapport. Qui nous a dit ici, qui nous a vanté les mérites de cette réforme politique en disant qu'on a eu environ 240 micro-partis qui ont eu à se fondre pour donner quelques-uns. Mais c'est Patrice Talon qui a sorti ça. Ce sont les arguments de Patrice Talon à sa sortie télévisée, en tout cas que nous avons suivi. Ce sont des arguments de Patrice Talon. Quand le développement, les principales étapes qui ont été rappelées dans le rapport. D'abord, les réformes politiques qui ont été entreprises dans le pays. Et on rappelait, le rapport dit que ces réformes ont eu la particularité, le mérite de faire fondre 240, sauf erreur de ma part, je reprends rapidement le rapport pour voir si c'est le chiffre, oui, la fusion de 240 micro-partis pour aboutir à la constitution de 5 grandes entités politiques. Le rapport va plus loin en allant citer les conditions dans lesquelles
la charte des partis politiques a été votée, le code électoral a été voté, et aller jusqu'à préciser le nombre de voix qu'il y a eu pour, le nombre de voix qu'il y a eu contre, le nombre de voix qu'il y a eu en abstention. Et tout ça, c'est encore des arguments de qui? Ce sont les arguments de ceux-là qui dirigent le pays actuellement, qui évoquaient ces situations comme pour dire qu'il y a eu consensus. Et le mot n'a pas également manqué dans le rapport. Tout ça témoigne du consensus qu'il y a eu autour de ces réformes politiques, autour de ces textes qui ont été votés donc, à l'Assemblée nationale. Quand on choisit d'utiliser, comme vous l'avez souligné, le mot boycott, je vais être plus précis dans la citation, dans le rapport, on lit, le Conseil a également noté que la situation politique dans le pays a été tendue au cours des mois de mars et d'avril 2019 suite au boycott électoral par certains candidats des partis d'opposition lors des élections législatives. C'est certains candidats, ce n'est même pas eu des partis. On a utilisé le terme boycott, cela voudra dire que ça a été fait à dessein si les partis de l'opposition n'ont pas participé à ces législatives. Ils ont choisi... De façon consensuelle, ils ont voté les lois à l'Assemblée, et après ils viennent, ils boycottent l'élection. Quand on utilise ces termes, vous voyez déjà dans quel camp on peut se situer à propos de ça. Pour moi, c'est un rapport qui a été écrit, qui a été proposé. Vous voulez dire que la CEDEAO a choisi son côté ou son camp? Quand les ministres ou certains ministres se réunissent pour préparer le sommet des chefs d'État, qui sont ceux qu'on écoute au niveau de cette instance? On écoute que la délégation qui est arrivée du Bénin. Est-ce que l'opposition avait la possibilité d'envoyer une délégation à ce conseil qui a préparé la rencontre des chefs d'État du week-end? Non. Ailleurs, la CEDEAO a eu à envoyer des délégations. Je crois que c'est ce qui a été évoqué par la suite au point 42 quand on dit que le Conseil a pris note des préoccupations croissantes exprimées face à l'évolution de la crise post-électorale qui a conduit à... Tout ça, c'est en fonction de rapports que des gens ont répondu après leur passage au Bénin. Et comme Virgile l'a dit, on ne peut pas attendre que ce soit la CEDEAO qui prenne fait et cause pour les partis de l'opposition. La CEDEAO ne saurait prendre fait et cause pour les partis de l'opposition. Parce que parmi ceux qui président la CEDEAO, il y a le chef de l'État du Bénin. Je l'ai dit, les autres présidents, je vais parler des pays qui pourraient avoir des leçons à donner au pays. Et vous étiez en train de dire qu'on n'a pas eu d'exclusion. Non, il y a le cas Sénégal qui est là avec Macky Sall et le maire de Dakar et tout ce qui s'est passé avec. Quand on a soi-même cette manière de faire dans son pays et qu'on constate qu'à côté, presque la même chose est en cours, et on se retrouve pour apprécier, ben écoutez, excusez du peu, Macky Sall ne peut pas donner de leçons à Patrice Talon en la matière. C'est pas Faure Gnassingbé au Togo qui viendra donner une leçon à Patrice Talon en la matière. Si les Béninois ont consommé ce qui a été fait, ce n'est pas aux présidents de l'espace CEDEAO qui viendront former eux maintenant un syndicat à leur niveau pour dire luttons pour la restauration de la démocratie au Bénin. Les Béninois n'auront jamais droit à cela. S'ils ne prennent pas le destin en main, ben c'est tant pis pour eux, c'est tant pis pour nous, puisque j'en fais partie. Quand on ne sent pas à l'interne que c'est tellement préoccupé au point d'avoir des conséquences sur les pays qui entourent, et que ces pays se saisissent maintenant pour dire attention, ce qui se passe, on ne peut plus rester indifférent parce que oui, on ne fait pas que descendre dans les rues. On a commencé par fuir le pays pour aller se réfugier dans les pays voisins. On a commencé par avoir une situation qui est préoccupante. Ça ne va jamais évoluer. Les sommets vont se succéder avec des rapports du genre et puis le monde continuera avec le Bénin à exister. Joël Tchokbe, quand on écoute le rapport, quand on suit un peu, la CEDEAO, dans le rapport, on dit qu'ils invitent tous les acteurs politiques, le pouvoir en place à un dialogue inclusif. Est-ce que vous avez l'impression que les membres de cette communauté-là sont satisfaits de la main tendue du chef de l'État? Seule solution peut-être pour la sortie de crise? Non, il est important que dans un régime démocratique, il y a, je vais dire, une variété quand même de voix que les démocrates, en tout cas les citoyens, sont appelés à exploiter pour régler les crises. Quand on est en démocratie, ça veut dire que nous sommes a priori dans une opposition à la violence. La violence n'est que l'exception en démocratie. On ne devrait pas pouvoir assister à cela. Maintenant, quand il y a crise, et nous sommes dans un cas de figure où il y a donc une crise,
le dialogue, c'est la voie par excellence pour régler les problèmes. C'est la voie par excellence pour régler les problèmes. C'est pourquoi le chef de l'État, Patrice Talon, qui fait une sortie officielle et qui dit « je tends la main aux opposants ». Même s'il n'y a pas de chronogramme bien établi, avec des échéanciers bien ficelés, il a quand même annoncé que prochainement il y aurait des assises, en tout cas des dialogues avec les autres partis pour pouvoir trouver une solution consensuelle et puis apaiser les tensions. On pouvait s'en contenter pour dire voilà le chef de l'État qui, pour régler le problème, a pensé à un dialogue. Maintenant encore faudrait-il que de l'intérieur donc du pays, que les protagonistes, que les parties prenantes puissent se faire confiance et saisir cette pêche-là tendue par le chef de l'État. Et visiblement, de l'intérieur du pays, avant donc d'en arriver à cette proposition de la CEDEAO, de l'intérieur du pays, vous remarquerez que dans le rang de cette opposition, et c'est peut-être là, je parlerai peut-être des frictions qui s'élèvent déjà dans le rang des opposants. Dans le rang de l'opposition, il y a deux branches que nous observons, en tout cas depuis que le président du parti Restaurer l'Espoir, Candy Dazanaye, a fait sa sortie. Je note qu'il y a deux branches. Et il y a peut-être cette branche de l'opposition un peu plus flexible qui tend quand même à accepter l'idée même d'aller s'asseoir et de discuter avec le chef de l'État pour trouver une solution. Même s'il y a des préalables qui ont été proposés, qui ont été imposés pour dire sans ces préalables, nous n'irons pas. Et puis vous entendez Candidat Zanaï qui sort, qui fait une sortie qui dit que vous ne le verrez pas, lui, en tout cas dans les conditions actuelles, aller s'asseoir. Il pose une seule condition, il n'y a même pas de dialogue selon lui. Il faut dissoudre cette 8e législature et permettre simplement à tout le monde de reprendre les élections. Donc pour lui, il ne se fait même pas dans la tête l'idée même d'aller s'asseoir et discuter avec le chef de l'État, Patrice Talon. Parce qu'il estime que l'opposition sera encore une fois bernée. Donc, dans cette opposition actuellement, qui devrait être donc un compact avec qui avec lequel, allais-je dire, le chef de l'État devrait pouvoir discuter, il y a donc ces deux branches qui sont en train de s'exprimer. Il faut déjà qu'on puisse régler ce problème. Maintenant, si le dialogue finalement a lieu, sur quoi on veut discuter? Est-ce qu'on reconnaît actuellement qu'il y a crise dans le pays? Est-ce qu'on reconnaît que c'est à cause donc des lois, de la rigueur, de la rigueur donc de ces lois, de l'application des lois, que les opposants n'ont pas pu participer aux élections? Est-ce qu'on s'entend sur le fait que c'est les opposants qui, un peu comme le dit le rapport, c'est les opposants qui ont boycotté les élections? Est-ce qu'on se met d'accord qu'il y a eu dans la foulée l'utilisation donc des forces armées et avec à la clé des morts, des arrestations? Si on ne s'entend pas sur tout ça, je pense que ce dialogue dont on parle serait un dialogue encore d'hypocrite et de sourds. Et c'est malheureusement, encore une fois, la CEDEAO qui a lu ce rapport. Certainement, on a fait le point pour dire, dans le pays, le chef de l'État lui-même a déjà donc tendu la main à ses partenaires donc de l'opposition. La CEDEAO n'aura que les yeux donc pour constater. Et qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO? La CEDEAO ne devrait pas dire que allez, brûler tout, casser donc le pays et vendanger tout ce que vous voyez. La CEDEAO en tant qu'institution n'avait pas autre choix que de dire, dialoguer, discuter entre vous, trouver les solutions de façon pacifique, inclusive et surtout dans la légalité. Et surtout sur ce point, on parle de légalité. Le Parlement qui est installé actuellement a été installé avec des textes de loi. On vous dira que le Parlement est légal, même si par ailleurs c'est un autre sujet. Il y a des lois qui peuvent être des lois illégales. Il y a des lois qui peuvent être des lois illégales à partir du moment où la loi qui a été votée n'est pas légitime, cette loi même est illégale. Donc ce débat, c'est un autre débat qu'on pourra faire un autre jour. Donc pour ma part, oui, la CEDEAO, en disant régler les problèmes pacifiquement, n'a fait que jouer son rôle d'institution tampon pour essayer donc de calmer les ardeurs et essayer de voir si est-ce qu'à la longue on pourra. Maintenant, si la CEDEAO s'arrête à ce niveau de discours et ne cherche pas à rentrer donc dans le fond du sujet et voir un peu le profil des acteurs engagés dans la crise pour savoir si les gens s'entendent déjà sur la crise, est-ce que les gens sont disponibles
aujourd'hui pour aller discuter. Je pense qu'encore une fois, le nouveau président de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou, donc du Niger, passera encore 1 an ou 2 ans. La crise serait toujours là. Encore que cela, il va finir sur la question. Au Niger actuellement, il y a des textes de loi qui concernent les élections qui ont été votés au Parlement en l'absence des opposants. Cela veut dire simplement que quoi? Le cas du Bénin fait école dans d'autres pays de la CEDEAO. Et nous remettons maintenant la CEDEAO dans la main d'un chef d'État avec à la tête d'un pays qui copie le modèle béninois. Vous voyez que les Béninois de l'intérieur, comme le disait Vigile Avancé, s'ils attendent la solution magique de l'extérieur, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. D'où viendra finalement le salut, Vigile Avancé? Non, le salut, je crois que il sera béat de penser que il y a comme une opposition qui pourrait, ou cette opposition pourrait en contenir. Je suis pessimiste, mais je crois que je suis réaliste. Parce que si vous observez très bien les choses aujourd'hui, l'opposition est défaite. Et nous avions prévenu que, eh bien, si cette opposition, avec la situation qu'il avait à l'époque, ne jouait pas son rôle à fond, elle va se retrouver dans la situation actuelle. Quelle est cette situation actuellement? Ces députés que nous recevions, des députés de l'opposition, le BMP ne voulant plus vraiment aller dans les médias, en tout cas pas sur Soleil FM, ces députés de l'opposition que nous recevions ici, vous ne les verrez plus comme ça, parce qu'ils n'ont plus l'immunité. Ni ici, ni ailleurs, vous les voyez rarement dans les médias. Et ça va être comme ça, ils vont rarement prendre position sur telle ou telle chose. Ça va être comme ça, parce qu'ils n'ont plus l'immunité. Qu'on le veuille ou non, le fait qu'ils soient députés en fonction, ça les procurait des dividendes qu'ils utilisaient dans des activités politiques et autres. Ils n'en auront plus. L'immunité, je reviens là-dessus. Bon, ils ont été acteurs politiques, ils ont géré ceci ou cela, donc ils sont susceptibles d'avoir de casseroles. Et on peut, le pouvoir est à même, comme c'est presque une arme, de les tenir à travers cela, à travers leur passif, et ils ne peuvent plus réellement agir. Donc, il leur reste 1 ou 2 choix. Vous restez silencieux, vous subissez, vous laissez le nouvel ordre régner, occuper complètement l'espace, ou vous croyez qu'on est toujours avant avril 2019, vous finissez au youf, comme dirait Alphonse Maurice-Soudet, vous finissez en prison, ou vous prenez vos jambes au cou et vous allez à l'extérieur. Ou encore vous acceptez l'autre troisième voie, vous ravalez vos messieurs, vous allez peut-être aller chercher des dividendes, puisque de toute façon vous n'en avez plus maintenant. Voyez. Donc, le schéma, en aucun cas, vous ne pouvez vraiment espérer une opposition qui pourrait se reprendre. Et vous n'allez pas compter sur le peuple non plus, qui n'a pas fini d'être étonné de voir cette nouvelle méthode de gouvernance là, où c'est la terreur ou l'argent. Où vous acceptez, n'est-ce pas? Le peuple n'a pas fini de s'étonner. Et peut-être ne s'étonnera pas de sitôt. Donc, il faut peut-être, vous dites, d'où, qu'est-ce qui pourrait être le salut? Peut-être, je n'en sais rien, une autre frange de l'opposition, des gens plus courageux, peut-être que ça se prépare, je n'en sais rien. Ou alors, le temps sera l'allié. En tout cas, pas la CEDEAO, contrairement à ce que les Béninois croient. La CEDEAO, vous avez lu le rapport. Le rapport dit, comme Saturnin le disait, a repris les arguments. Des arguments de mensonge. Les arguments de mensonge. Non, il y a des choses quand même. La CEDEAO, tout comme le pouvoir, les acteurs du pouvoir, disent que les 2 lois électorales, à savoir le code électoral et la charte des partis, la charte a été votée à l'unanimité, moins une voix
abstention, celle de Guy Mitokwe. Ça, c'est de l'histoire, c'est des chiffres, c'est des statistiques, ça se trouve à l'Assemblée nationale. Mais le code électoral n'a jamais été voté par tous les députés. Ils ont dit, Et ça n'a jamais été voté. Il y a 7 députés qui n'ont pas voté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai dit, c'est faux. Je ne sais pas si je crie assez fort. C'est faux. 16. C'est vrai que 7 et 16, on peut confondre, mais quand on écrit, ça ne peut pas se ressembler. Quand on écrit 7, ça ne peut pas ressembler à 16, mais quand on dit 7 et 16, quand vous n'avez pas assez de dents, bon, ça peut siffler. Donc, vous ne pouvez pas espérer mieux d'une telle institution ou sous-régionale qu'elle vienne avec ces genres de rapports. Saturnin l'a dit. Moi, je sais que des opposants ont fait des choses pour se faire entendre de la CEDEAO. Je le disais ici vendredi, des opposants ont fait des choses pour se faire entendre de la CEDEAO. Mais ce qui s'entend, c'est d'abord l'officiel. Et quand on doit arbitrer, l'opposition n'est pas appelée. C'est vrai, on a déjà vu, je crois que c'est le cas de la RDC où on avait, je crois, mieux fait place à un des sommets de l'UA à Étienne Tshisekedi plutôt qu'à Kabila. Bon, mais c'est rare. La règle, c'est que c'est le gouvernement en place avec son chef, c'est l'officiel, et c'est eux qui sont entendus, c'est eux qui occupent les places des officiels, c'est eux qui sont... Voilà. Donc, l'autre salut probable oui, pour les Béninois, c'est sans doute le temps. Le temps, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Nous sommes le 1er juillet, les élections, on dit, oh, la présidentielle, c'est dans 2 ans. C'est faux. La présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Car, sauter un pas, le 1er juillet 2020, nous sommes déjà dans la fièvre des élections. Nous sommes déjà dans la fièvre de la présidentielle. 3 mois après, oh non, mais c'est la totale. Nous serons au mois d'octobre, novembre, le pouvoir serait là dans la réélection. Mais puisque le pouvoir, à chaque acte, a presque mis les Béninois à dos, et ça, c'est une réaction possible. Là, nous sommes en psychologie, c'est une réaction possible, n'est-ce pas, des Béninois face à l'état des choses. Je disais qu'ils sont étonnés de voir, ils n'étaient pas préparés à ça. Mais même des acteurs du pouvoir ne pouvant pas réagir parce qu'en face, n'ayant pas d'alternative, n'ayant pas une opposition, par exemple, qui leur garantit assez de sécurité pour ne pas finir martyr gratuit, subissent, tout le monde subit, et se dit, nous attendons le moment propice pour retourner la situation contre notre bourreau actuellement. Et ce moment-là, je dis encore une fois, c'est le temps, ça pourrait être dans 1 an, dans 1 an, 3 mois. Voilà, et je le disais tout à l'heure, après le sommet de la CEDEAO, il y a le chef de la diplomatie béninoise qui a fait une sortie, qui a donné son point par rapport donc à tout ce qui a été dit à ce sommet. Nous écoutons le ministre Aurélien Agwenoshi. Au cours de cette session, ils ont examiné les rapports ordinaires, le rapport intérimaire du président de la commission de la CEDEAO et des rapports spéciaux. La conférence a eu un huis clos intégral pour réfléchir et s'entendre sur la désignation du prochain président en exercice de notre communauté. Pour ce qui concerne le Bénin, il y a eu aussi le rapport sur la task force sur la circulation des biens des personnes et la liberté d'établissement et de fonctionnement harmonieux des corridors. Et je suis heureux de vous dire que le Bénin a été salué, a été félicité parce qu'il est classé premier au nombre des pays qui ont respecté les engagements qui ont été pris par les divers États s'agissant de la libre circulation des biens, des personnes. Le Bénin a été classé donc premier pour cela et pour aussi l'établissement des étrangers chez nous. Les chefs d'État au cours de leur session à huis clos, se sont exprimés sur les sujets de préoccupation qui sont ceux de la CEDEAO en ce moment. J'ai entendu des chefs d'État, le président Ouattara, qui a salué l'esprit d'ouverture du président face à la situation que nous avons connue après les élections législatives ici au Bénin.
de même que le président du Ghana qui s'est réjoui de ce que la situation se soit améliorée dans notre pays. Le président a profité bien entendu de son passage à Abuja pour avoir quelques entretiens particuliers avec certains de ses pairs et je crois savoir qu'il y a eu une convergence de vues entre lui et ses chefs d'État et ses pairs qu'il a rencontrés. Le consensus était en train de s'établir pour que le prochain président de la communauté soit le président du Niger, le président Issoufou. Je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de rapport spécial sur le Bénin. Lorsque le président de la commission de la CEDEAO a fait son rapport politique, il a mentionné qu'à l'occasion des élections législatives au Bénin, au nombre de diverses missions qui sont rendues dans divers pays, il a mentionné que la CEDEAO et les Nations Unies, le bureau du représentant spécial basé à Dakar, ont, à l'occasion de ces élections, fait une déclaration qui a été rendue publique, que vous connaissez très bien, dans laquelle ils appelaient toutes les parties au Bénin à s'entendre pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. La création de la monnaie unique qui a fait l'objet d'un rapport spécial, effectivement, la création de cette monnaie répond à des conditions que tous les pays n'ont pas encore remplies, mais la dernière conférence des ministres des Finances qui a eu lieu à Abidjan il y a quelques jours a fait un état des lieux qui a été présenté. L'échéance, l'objectif retenu jusqu'aujourd'hui est 2020, mais ce que j'ai cru comprendre dans les échanges des divers chefs d'État, c'est que l'on pourrait s'inspirer de l'expérience d'autres parties du monde où, en voulant créer une monnaie unique, ils sont passés par un système où des groupes qui étaient déjà remplissaient les conditions du critère de convergence ont pu s'engager dans une monnaie unique et les autres ont rejoint progressivement. C'est l'exemple de l'euro pour ne pas citer ce cas-là. Donc je crois qu'on s'achemine vers une démarche comme celle-là parce que nos pays sont dans des situations de développement assez différentes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre cet objectif qui est un objectif important et utile. Voilà, à l'instant, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Saturnin Diossou, le Bénin continue d'être un bon élève, selon le ministre, malgré ce que d'aucuns appellent ici au pays crise. C'est Aurélien Agbenossi qui rendait compte, au-delà de ce que nous avons déjà dit concernant le rapport, les conditions de rédaction du rapport, les parties qui ont eu à produire le rapport. C'est également quelqu'un du gouvernement qui est en train de nous rendre compte de ce que la conférence des chefs d'État a eu à faire en ce qui concerne le Bénin. On n'est pas surpris certainement de l'entendre évoquer les points positifs qui nous ont été distribués, mais en ce qui concerne la partie task force, l'esprit d'ouverture qui a été salué parce que la situation aurait évolué. Et c'est là un peu le mal ou la tricherie. Je me permets d'utiliser cette expression. Je ne sais pas comment on peut dire de quelqu'un qu'il a eu un esprit d'ouverture quand la personne au mépris de tous les textes. Parce que ça n'existe pas dans le droit positif, on l'a dit jusqu'ici. Sans l'avoir notifié officiellement, décide de faire assiéger le domicile de quelqu'un. Et quand on veut en parler, on ne condamne pas cet acte. On salue plutôt l'esprit d'ouverture. On ne peut quand même pas déplorer ou condamner l'acte publiquement. On peut peut-être échanger. Les chefs d'État peuvent se voir pour dire, écoutez, par rapport à ceci, on aurait. Il y a au-delà de tout la crédibilité de l'institution qu'est la CEDEAO. Lorsque vous vous réunissez, lorsque Mboni Yahi saisit la CEDEAO des conditions dans lesquelles il se trouve en toute illégalité, la CEDEAO prend la parole à propos et dit qu'elle salue l'esprit d'ouverture du président de la République parce que la situation a évolué sans d'abord déplorer que ce qui a été fait là, ça a été fait au mépris de tous les textes et exhorter les chefs d'État de la CEDEAO à agir en conformité des textes, à ne pas instaurer leurs lois dans une démocratie. Et salue plutôt l'esprit d'ouverture, c'est qu'il y a quelque chose qui est biaisé là. Cela voudra dire en quelque sorte que, ben oui, on a déjà dit c'est le diplomatiquement correct. On ne peut pas s'attendre que publiquement on vienne dire ça de Patrice Talon. Il va peut-être grogner quand il va se retrouver avec les autres chefs d'État. Mais attention,
au mot qu'on utilise dans des situations où on est appelé à être arbitre. Alors, en 1 minute 30, Joël Tchogui, le ministre a parlé, votre réaction? Non, je voudrais déjà faire remarquer que le ministre était dans son rôle de restitution de ce qui a été dit ou fait à l'occasion donc de ce sommet. Et on est revenu assez sur le rôle que le gouvernement pourrait être amené à jouer officiellement dans la communication et tout cela. Mais encore une fois, je ne suis pas étonné. Quand on me dit que Ouattara salue l'esprit d'ouverture, donc on me dit que le président ghanéen également salue l'esprit d'ouverture, moi je ne suis pas étonné. On peut avoir des discussions informelles à l'occasion donc desquelles on pourrait peut-être remonter les bretelles à qui vous savez pour pouvoir faire pression. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je voudrais faire remarquer rapidement, c'est que la CEDEAO n'est pas comme d'autres organisations. En Amérique, par exemple, vous avez une grande puissance comme les États-Unis. Nous sommes ici dans une zone où nous avons 15 pays qui sont classés comme des pays les plus pauvres au monde. Et il n'y a pas un leader dans la zone, par exemple, qui serait comme la banque qui nourrit les autres pays. Si nous étions dans un schéma pareil, où il y avait une puissance économique dans la région, au point où la coopération sud-sud prenait quand même de l'envergure, et que les autres pays étaient obligés de s'adosser à un ou deux autres pays, vous verrez que le leadership serait rapidement démarqué, ça serait également démarqué, et les rapports de force seraient autre chose. Et vous verrez peut-être officiellement des pays dans la zone condamnés prendre officiellement position contre ici ou ça. On n'est pas dans ce cas de figure. On a 15 pays qui se cherchent encore les chemins vers le développement, qui tendent la main de tout temps à une puissance, à d'autres puissances sur d'autres continents. Et donc, tout ça sont des éléments à prendre en compte pour analyser un peu la position officielle de la CEDEAO. Sinon, on verrait peut-être des chefs d'État comme le Nigeria, le Sénégal et d'autres pays condamnés officiellement. Mais le Bénin, est-ce que le Bénin aujourd'hui, pour vivre, est-ce que le Bénin aujourd'hui a forcément besoin de s'agenouiller devant ces puissances-là? Si ces puissances-là même faisaient pression, oui. Si ce n'est pas forcément le cas avec peut-être la patrie, vous m'excusez, mais l'ancienne puissance colonisatrice ou bien d'autres puissances qui influencent le Bénin, c'est des actes au plan diplomatique qui pèsent forcément sur la CEDEAO. Vigile avancé. Je pense qu'il y a la Côte d'Ivoire, on ne le dit pas assez, à travers donc, son président Ouattara, qui a joué un grand rôle pour qu'on ait ce qu'on a eu là. Et pour moi, ce n'est pas par hasard. Vous parlez de la libération de Boni Yayi, ou enfin pas libération. De la libération jusqu'au rapport du sommet, ce n'est pas pour rien qu'il salue l'esprit d'ouverture. Et j'avais dit que ce n'était pas gratuit non plus, cette libération et tous les actes d'apaisement, c'était pour envoyer des signaux. Et voilà, et donc ça ne pouvait pas ne pas mériter quelques lignes dans le rapport. Il n'avait pas que lui, il avait aussi le président ghanéen qui s'est réjoui aussi de l'amélioration de la situation. Donc il ne pourrait en être autrement, simplement. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Vigile Aroncet. Merci Saturnin Diassou. Merci également Joël Tchogui. Nous avons au cours de cette émission parlé du Bénin, notamment donc du rapport de la CEDEAO par rapport à la situation post-électorale dans notre pays. Bonne suite des programmes sur la 106 Soleil FM.